Merci d'être, voilà, de participer à cette rencontre à laquelle nous vous avons conviés pour ce jour. 4 mars, ce n'est pas une bonne date parce que ça nous rappelle des tristes souvenirs, mais c'est la seule date pour le moment qui nous a été impartie, à la fois pour obtenir la salle et à la fois aussi pour la disponibilité, et surtout de l'abbé Tiagaka que je vous présente là, et qui vient de Strasbourg et qui va nous parler très bientôt tout à l'heure. Enfin, nous prendrons le temps de parler de dictionnaire là. Parce que la rencontre aujourd'hui, c'est, je vous assure, c'est plutôt sur la langue. Sur notre langue maternelle, on va dire. Et je suis sûr que pour la plupart du temps, le nombre que nous sommes là, nous allons parler de notre langue maternelle. C'est ça qui nous invite, c'est ça qui nous convoque aujourd'hui. Ce n'est pas pour parler de Yamouise, parler de l'abbé Tiagaka ou de machin, mais merci d'avoir répondu à notre appel. Il va falloir, peut-être qu'on va en parler après, il va falloir sauver, parce que l'objet de notre association, c'est la sauvegarde, la revalorisation de notre patrimoine culturel laissé par nos ancêtres. Et nous avons reçu l'avantage, enfin l'impact sur lequel nous sommes établis, c'est l'UNESCO. Alors, je m'en vais donner rapidement la parole à notre ami qui va faire le modérateur. Hein. Oui. Merci. Oh, vous pouvez toujours une petite aussi. Soyez pas triste. Merci. Mais le modérateur, en réalité, ne fait que présenter les différents moments. Ah bon, d'accord. Donc, j'avais préparé un texte, petit texte d'une page, pour présenter le contexte qui nous réunit, c'est vrai. Sauf que ça me paraît quelque peu dépassé. Le texte que j'ai préparé me paraît quelque peu dépassé. Même si nous reviendrons sur ce thème de cette année proposé par l'UNESCO, qui est l'éducation multilingue, une nécessité pour transformer l'éducation. Nguda diamu dieneto diangana nidia mazumeto na zuliatu longo kelaka nkanda lumbutu kala beto ako bututuka kunzo zuliatu tuzonzaka kabutu kwetu la kulukolo muntama d'ailleurs je pense que les uns et les autres nous en souvenons. Symbole beliwe kutugane ki punguz wa manazonza zuliaku bakugeni symbole. C'était comme un arrachement. Il fallait parler français. Ne jamais parler sa langue dans la cour de l'école. Et même dans Sakana Tikunzo, Bungu Bagaka, Ujiku Swamina Ngati
ngati la rita zonza oui machine kushi la symbole. Or, nous avons un vrai problème posé par l'UNESCO cette année. Enfin, depuis l'année dernière, puisque le thème de l'année dernière, c'était Langues sans frontières. Et cette année, donc le thème, je le rappelle, l'éducation multilingue, une nécessité pour transformer l'éducation. Mais le problème qui se pose, non seulement dans les pays en développement comme notre pays, Mazuma Mingi, on nous a imposé 2 langues nationales, Lingala, Monukutuba, sauf que ces langues nationales ne sont pas aussi parlées par toutes les communautés à l'intérieur même du territoire qui est le nôtre. Mangala, je pense que si on descend dans le sud, même si aujourd'hui les gens s'adaptent plus ou moins, mais le sud, c'est la même chose. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est ce qu'on pourrait appeler les catégories de la langue et les catégories de pensée. Je vais donner simplement un exemple. Beto muntu wa bakala tutaka. Bukwenda kumangala muntu wa bakala mobali. C'est 2 catégories de pensée totalement différentes. Ça nous renvoie à la fois à la qualité d'homme d'une part et à ce qui est privilégié dans cette qualité d'homme pour comprendre et pour traduire Mubangula, Mubakula, Bakalaka Nchi, Kwebeto, Mobali Nchi. Quelles sont les catégories? Qu'est-ce que la dimension de pensée donne comme signification, comme contenu, à la fois sémantique, sociologique, moral, culturel, dans cette société-là, dans telle société, par exemple chez les Congos, ou dans telle autre société, où cette langue lingala a été adoptée. Un autre exemple que je vais donner, ça me ramène à quelques années. Je suis arrivé en Centrafrique. Quelque temps après, j'ai cherché un de nos amis avec qui on était ici à Paris, qui était à Bangui depuis 3 ans. Je pose la question à nos amis communs. Vous avez des nouvelles de Joseph? Et un ami demande à l'autre, mais au fait, Joseph, le langue Or, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire, où est-ce qu'il dort? En Sango. Où est-ce qu'il dort? Le langue nandwa. Kwe bete bututaka, kwe kabaka, ka kwe baou, kwe kabouila tolo. C'est ça les différences qu'il y a dans le multilinguisme pour comprendre justement l'enjeu, alors qu'en réalité, il y a derrière de gros enjeux culturels, de gros enjeux politiques. Parce que, quelle société vous voulez construire? La construction de la société passe toujours par la transmission par la langue.
un de nos amis Watsonika, un recueil de poèmes sur le souvenir de Tatabia Yenda, un poème qu'il avait intitulé Tatawele. Le recueil est arrivé à Brazzaville. Le recueil était arrivé à Brazzaville à la commission de censure de Brazzaville. Et on lui a répondu: oui, nous avons bien reçu votre recueil de poèmes, mais sauf qu'il y a un poème Tatawele qui ne sied pas à cette publication-là, dans la mesure où cette langue-là n'est pas une langue, ils ne l'ont pas nommé, hein, mais ils ont seulement dit cette langue n'est pas une langue nationale. Bon. Ce qui fait qu'au total, nous avons là un certain nombre à la fois de problématiques et d'enjeux fondamentaux pour la construction d'une société. Et ça nous donne également la question de poser effectivement la question de savoir quelle société nous voulons construire. Et dans les rapports entre les différentes langues maternelles qui sont les nôtres, au Congo nous en avons je ne sais combien, pas moins d'une trentaine ou d'une cinquantaine. Mais également du rapport entre ces langues et le français qui est la langue d'éducation. Parce que malheureusement pour nous, il faut attendre l'université pour qu'on apprenne par exemple le lingala. Ou ici, vous allez en Sorbonne Nouvelle, vous allez, parmi les langues d'ailleurs orientales, hein, qui n'ont même pas été programmées comme une langue africaine, mais comme une langue orientale. Il y a un département de langues orientales, là-bas on peut... Là-bas on peut apprendre le lingala, effectivement. Ou alors il faut aller chez les prêtres. Nibaou balongoka lari. Betobeni, kata côté les causes, donc c'est une première, cette association qui parle exclusivement en lari, mais qui nous ramène en réalité à nos propres réalités sociologiques et malheureusement politiques également. Oui, il y a effectivement en ce moment sur Brazza des rencontres au niveau du ministère de l'Éducation nationale concernant les langues maternelles et l'implication des langues maternelles dans le processus d'éducation. Bon, évidemment ça pose un certain nombre de problèmes, notamment des problèmes de rapport entre les différentes langues maternelles que nous avons dans le pays. On va attendre ce qui va en sortir. Je ne pense pas qu'on ait des résultats avant la fin de ce mois. Mais néanmoins, c'est une donnée très très importante pour reposer effectivement et coller aux problèmes soulevés par l'UNESCO. Et dans le message de la directrice Audrey Azoulay, effectivement, qui rappelle le thème de l'année dernière et qui se fonde sur le thème de cette année pour dire à quel point la question du multilinguisme est un enjeu véritable. Elle dit bien que dans le monde, il y a à peu près 7000 langues. Pourtant, 40% des enfants du monde qui parlent une langue
ne la pratiquent pas comme langue d'éducation, mais ne la pratiquent comme langue maternelle. Ce qui pose un véritable problème, effectivement, parce qu'il y a la question de l'adaptation des langues. Nous avons ce problème-là dans nos rapports avec l'autre Congo, où, à l'époque déjà, eux avaient programmé l'enseignement dans les langues maternelles. Alors que nous, on se moquait d'eux parce que ils pratiquaient le lingala et non pas le français. Or, aujourd'hui, on se rend compte que c'est un véritable handicap que nous avons. Oui. De l'autre côté, il y a 4 langues nationales. Le lingala, le kikongo et l'État, le swahili, le tiluba. Mais en plus de ça, il y a une diversité de langues auxquelles adhèrent et qui rentrent dans des programmes d'éducation. Contrairement au Congo, où même chez nous, le lingala n'est pas pratiqué, où le monokutuba n'est pas pratiqué. Voilà. Alors, pour revenir un petit peu à l'association, nous avons commencé parce que c'est bien, mais tout le monde nous demande qu'est-ce que vous faites de nos enfants, de nos petits-enfants. On compare toujours les Maliens, les Sénégalais. Les enfants sénégalais ou maliens, quand ils arrivent à la maison, ils parlent là, en Wolof. Chez nous, on est en train de découvrir que vraiment, on se fait tellement beaucoup de tort en ce moment à Brazza. Quand vous arrivez même à Brazza, le lari n'est même plus parlé dans les familles. En parlant des familles, le lari, bien sûr. Les langues, nos langues ne sont plus parlées dans l'umputu, l'umputu. Et quel mauvais français, pardonnez-moi. Hein. Vous le savez, hein, je ne me moque pas, mais enfin, c'est une réalité que nous vivons. Et qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons déjà institué le cours de langue maternelle de l'Ari dans nos familles. Ma petite fille n'est pas là, mais beaucoup de gens se souviennent bien de Maëva, dont les enfants et le papa se trouvent là d'ailleurs, qui donnait, avec elle, nous avons commencé ici le cours de langue l'Ari. Voici comment nous essayons un peu de voir. Il y a même... oui, mais non, mais la dame qui est là, qui est en train de nous filmer là, voilà, déjà commencé avec sa fille qui est là, elle donnait aussi des cours de langue l'Ari voilà, à la maison. Sur Internet, Royal 7, voilà. il y a des cours en l'Ari qui sont là, avec plusieurs intervenants, enfin des petites filles qu'on fait venir, et qui apprennent la langue l'Ari. Donc, et il y a déjà, beaucoup de filles qui apprennent actuellement avec cette méthode. Et nous, à notre niveau aussi, nous allons reprendre ces cours-là pour dire, voilà, il faut aider nos enfants. Et c'est pour ça que j'avais dit, attention, amenez vos enfants aussi, qu'ils viennent voir un peu de quoi nous parlons. Donc, nous sommes déjà en marche, nous. De plus en plus, on se rend compte que Zoudier Tompé, la langue est en train de se perdre. Je ne sais pas si Tatavaya qui a adhéré à cette... parce que nous tambila muntu, et vous tambila bataku tambila. Voilà, ça c'est une déviation effectivement sur laquelle... L'une des choses que nous avons corrigées au départ quand nous avons créé l'association, c'est cette histoire de Mbotezeno. Ah, je vous assure, quand j'entends ça, Mbotezeno kabankaka kabashisayo. Mbotezeno quoi? Mbotezeno nga Mbotezeno yo ni beno ntabatikila ndevo kaleno bikeno yo mbote. Mbotezeno, mboti yako tata bani yakina. Mboti yako monseigneur de kananiwo. Mboti yako monsieur le président. Quand Mbotezeno ako en l'arrêt, on ne vous voit pas. Dans nos langues africaines, on ne vous voit pas. Retenez ça, s'il vous plaît. Mais partout où vous passez, même à Brazza, les chèvres, les gens oublient ou bien, sauf quelque part, maintenant, c'est un peu... On ne vous voit pas dans nos langues. L'exemple que je donne, c'est quand nous disons, par exemple, le Tatedo. Dieu notre Père. À un moment donné, vous voyez en français, qui était aux cieux. Mais
Mais en Lari, ça a toujours, avec les missionnaires, ça a toujours été Tata Nzambo, Tata Eto. Oui, Kuzulu, on ne dit pas Tata Zeto, Tata Eto. Nkumbo Zako, non. Les missionnaires l'avaient compris très tôt. Et même pour le Je vous salue Marie, je vais vite. En français, on continue à dire je vous salue Marie. Mais dans notre langue, jamais on a dit Mbote Zako Mama Marie. Mbote Yako quoi. Aka Mbote Zene Yoko, Butako Tulam Kituba en Congo. Mbote Yange. Toujours Mbote Yange. À Pointe-Noire, je ne sais pas où on parle là. Jamais vous n'entendrez Mbote Zange. Mbote Zabenoé. Mais qu'est-ce qui nous induit, nous, en Lari, pour arriver à Mbotezen? C'est pour ça que je voudrais inviter. Voilà. Tata Mbemba redit. Ben, je vais très rapidement vous parler de la création du royaume Congo. À quel moment ce royaume a-t-il été créé? Mais notre modérateur a bien précisé quand même au niveau de la langue. Parfois, ce qui a été écrit par les missionnaires, puisque ce que je vais dire à travers le royaume du Congo, cette histoire-là sort des chroniques des missionnaires, des Européens. Mais parfois, la connaissance de la langue n'était pas assez maîtrisée par les missionnaires, donc bien évidemment, ce que je vais lire, c'est l'histoire du royaume Congo, puis du côté des Européens. Mais avec, je dirais, l'évolution des travaux ici et là, par les Congos eux-mêmes, bien évidemment, ce que je vais lire comporte, je dirais, quelques nuances. La preuve, par exemple, on nous dira, du côté notamment des missionnaires ou des Européens, que le royaume du Congo avait été créé en 1275. Ce que beaucoup de chercheurs congolais récusent, compte tenu, je dirais, du patrimoine culturel du royaume Congo, qui est immense. Et donc pour certains chercheurs, congolais ou africains, ce royaume remonte à une époque qui serait très probablement entre le 6e et 9e siècle après Jésus-Christ. Le héros fondateur du royaume de Congo, c'est Nimi Lukeni. Qui est Nimi Lukeni? Nimi Lukeni était originaire du pays des Bayombe. Le pays des Bayombe, le royaume de Fungu. Donc en fait, on peut le situer pas trop loin de Luango, de l'ancien royaume de Luango, qui est en fait une ancienne vassalité du royaume de Congo. Les coutumes et traditions rapportées par les missionnaires, je pense notamment à Monseigneur Cuveillé, qui est un évêque belge, qui a été évêque à Kinshasa, au Congo belge dans les années 1920. Donc les coutumes et traditions qu'il a pu rapporter dans ses travaux indiquent que le père de Nimi Lukeni ne possédait pas un territoire assez étendu. Et donc, pour Nimi Lukeni, il n'avait aucune chance d'accéder, notamment au trône. D'autant plus qu'il faisait quand même partie d'une fratrie de plus d'une dizaine d'enfants. Mais c'était un jeune vaillant, courageux, ambitieux et dévoré par la passion de commander. Alors que va-t-il faire? Il va convaincre un certain nombre de ses compagnons. Il va les convaincre notamment sur le bien fondé de son projet qui était celui de conquérir de nouvelles terres d'outre-fleuve. De quel fleuve s'agit-il? Du fleuve Congo. Et donc, sa conquête va s'orienter vers ce que l'on appelle aujourd'hui, il va arriver sur ce que l'on appelle aujourd'hui le territoire congolais, notamment la province de Mbanza-Congo, mais qui, à l'époque du royaume Congo, était la province de Mbata, l'une des six provinces que les Européens ont pu reconnaître quand ils atterrissent sur le sol Congo. Quand il arrive à Mbanza-Congo, dans la province de Mbata, bien évidemment, Nimi Lukeni va rencontrer un ancien, mais je reviendrai
Mais je souhaiterais d'abord, avant de préciser que les premières conquêtes dans son immense projet, l'aventure de construire le royaume du Congo, les premières conquêtes de Nimi Lukeni fut appelée Sungi, la province de Sungi. Et donc, quand il réussit à convaincre notamment le guerrier, le chef de guerre des Sungi, hein, que l'on appelle Mambambala, eh bien, les Sungi seront les premiers à intégrer, hein, après notamment, d'abord, dès qu'il arrive en Banza Congo, Nimi Lukeni, il va notamment rentrer quelque peu en opposition avec le propriétaire des terres que l'on appelle Nsaku. Mais finalement, ils finiront par s'entendre. Et entre les deux, il y aura une répartition en fait des pouvoirs. Tout ce qui relève du domaine religieux sera notamment de la compétence du vieux Nsaku Nivunda. Et tout ce qui est politique relevait donc du pouvoir ou de la compétence de Nimi Lukeni lui-même. Et donc ils décideront pour faire de Mbanza Congo comme étant la cité ou la capitale du royaume. Je précise bien, Nimi Lukeni, dans ses conquêtes, va être appelé Nimi Lukeni. Mais quand il accède notamment au trône, quand il devient le premier roi de la création de ce royaume qui est le royaume du Congo, il va se faire attribuer un autre nom qui est celui de Ntinuwene. Ntinuwene. C'est intéressant. Quand on dit qu'il nous faut bien... la langue au Congo, c'est une langue qui est très très riche. Et quand je parle de la langue au Congo, je parle de la langue mère. Et à l'intérieur de cette langue au Congo, on va trouver des variantes qui peuvent être le Dondo, le Kamba, le Congo, le Boko, le Sundi, le Vili. Mais je dirais la reine mère de cette langue, je l'appelle tout simplement la langue au Congo. Bon, il nous faut quand même situer ce royaume Congo, hein, dont je parle. Le royaume du Congo était situé en Afrique centrale. Et avant même que les Européens n'atterrissent sur le sol Congo, celui-ci était vraiment immense. Hein, il comportait plus d'une vingtaine de provinces. Et d'ailleurs même, certains travaux, hein, qui ne sont pas reconnus peut-être par ce que j'appelle les écoles académiques, ne l'acceptent pas, mais par des travaux qui ont été menés par les Africains eux-mêmes, on pense que le royaume du Congo était immense et qu'il arrivait même jusque dans les frontières de la Centrafrique ou même au sud du Cameroun. Et d'ailleurs même les originaires du sud du Cameroun, je pense notamment aux, comment on les appelle, les Bétis, hein, quand on analyse un peu les coutumes ou les traditions, notamment les Bétis, ils définissent notamment la famille en utilisant les mêmes termes que les Congos, notamment le mot Kanda ressurgit chez les Bétis, ou même le mot Congo, qui par moment a aussi une dimension, une connotation divine. Donc, ce royaume comportait plus d'une dizaine de provinces avant que les Européens n'arrivent, mais quand ils atterrissent, puisque le premier bateau qui arrive à Mbanza, pas Mbanza Congo, mais dans l'une des provinces, c'est la province de Soyo, qui est notamment située tout le long de l'océan Atlantique. Quand ils arrivent en 1488, ben, le royaume du Congo comporte 6 provinces. La première province, c'est celle qui abrite la cité royale. Mbanza Congo, c'est la province de Mata. La deuxième province, c'est la province de Sundi. La troisième, la province de Mpangu. La quatrième, la province de Mbamba. La cinquième, c'est la province de Mpema. Et puis, ben, la dernière province, c'est la province de Soyo. Au niveau, je dirais, de l'organisation de ce royaume, ce qui est intéressant avec le royaume du Congo, c'est que le royaume du Congo n'a jamais été un royaume héréditaire. C'est l'un des royaumes où la succession se fait par voie
que l'on peut qualifier par voie démocratique. Donc le fils du roi n'est pas forcément appelé à accéder à son père. Le roi est nommé par les grands électeurs qui sont constitués notamment par les gouverneurs de province, les notables ou les grands chefs, notamment de village. Et le modèle, je dirais le modèle qui caractérise ce royaume, c'est ce qui constitue même la philosophie des Congo, que l'on appelle le Kimuntu. Le Kimuntu, ou ce que j'ai appelé personnellement le Muntouisme. Et donc, le génie notamment du fondateur du royaume Congo, Nimi Lukeni, devenu Ntino Wene, c'est d'avoir finalement constitué ce royaume à travers le dialogue. Donc, aucune province n'a pu faire partie du royaume Congo à la suite d'une guerre. Ça a toujours été la négociation, le compromis, le dialogue, d'où le nom même du roi que l'on appelle le Ntotela. Et là on peut revenir sur la langue. Quand on a la maîtrise de la langue Congo, Ntotela comporte le mot de Ntoto. Et en même temps, il y a le verbe tota dans Ntotela, ce qui veut dire ramasser. Mais en l'espèce, c'est unir, c'est grouper. Et donc ça, c'est le génie du premier roi Congo. Et pour ne pas peut-être rester trop sur la création du royaume Congo, je dirais, nous avons quand même des grands personnages qui ont marqué ce royaume du Congo. Je pense notamment à Zingabemba. Avec Zingabemba, nous avons l'ouverture du royaume Congo vers l'Occident. Et c'est à l'époque de Zingabemba que de nombreux Congos vont être envoyés en Europe pour venir étudier. Je pense notamment à l'un de ses neveux, Rodrigo, ou à l'un de ses enfants, Dom Enrique, qui avait été consacré évêque le 5 mai 1518 à Rome. C'est le premier évêque d'Afrique noire. Et Rodrigo, qui a été professeur, notamment des humanités, je pense au Portugal ou en Espagne. Et on trouve à Rome. À Rome, nous avons effectivement l'ambassadeur Nsakunde Vunda, qui est arrivé à Rome au mois de décembre 1607. Il était fatigué, parce que le voyage avait duré quand même plus de 4 ans. Et quand il arrive, c'est quand même assez... c'est intéressant de connaître l'histoire de ce grand homme, hein, un homme courageux. Mais moi, quand je lis son histoire, c'est curieux, il me fait penser... Il a la même personnalité, ça me fait penser au vénéré Mille Cardinal Luenda. C'est quelqu'un qui a souffert dans sa chair, puisque c'était quand même une délégation d'une vingtaine, ils étaient au moins 26 ou 27. Le voyage a duré 4 ans, et quand ils arrivent à Rome, au lieu de 27, ils n'étaient que 8. Et lui, quand il meurt, il n'était que 7. Et il avait été retenu de façon arbitraire pendant 2 ans à Madrid et à Lisbonne. Il arrive à Rome, il est reçu par le pape Paul V le 5 janvier 1608 et il meurt 2 jours plus tard. Et à propos de ces personnages historiques, en parlant ici bien sûr de cet évêque, est-ce que, puisqu'on va aller vite, quels sont les autres personnages historiques du royaume Congo? Voilà, et rapidement aussi la chute. Qu'est-ce qui a occasionné la chute? Mais moi, je voudrais qu'on parle de ces personnages-là, en pensant à qui, là, par exemple... Le premier personnage du royaume Congo, moi, qui me fascine, c'est bien évidemment Donna Beatrice Nkimpavita. Mais avant d'arriver à Nkimpavita, que notamment les sociologues européens ont notamment appelé par la Jeanne d'Arc congolaise, avant quand même d'en arriver, puisque l'histoire de Nkimpavita débute en 1624, puis elle est exécutée le 2 juillet 1706. Et pourquoi? C'est là où le bas blesse, parce qu'en fait, la raison ou les causes qui justifient notamment l'exécution de Nkimpavita ne sont nullement, je dirais, justifiées sur le terrain du droit, puisque elle est condamnée pour hérésie, pour soi-disant de la manipulation. Et ce qui est étonnant, c'est que les chefs d'accusation, ce que l'on reproche à Nkimpavita ne figure même pas dans l'arsenal pénal. Donc le droit pénal ne prévoyait même pas ce qui avait été reproché à Nkimpavita.
Mais avant d'en arriver là, le royaume du Congo dans les années, je dirais, fin 15e siècle était, je dirais, bouleversé par... l'ordre était plus ou moins bouleversé par la traite négrière. Et la traite négrière était en partie quand même, il faut le reconnaître, favorisée par l'Église. Parce que le voyage de notre ambassadeur, Nsakoune Vuna, notamment en 1608 quand il arrive à Rome, bien évidemment, c'est pour dénoncer un certain nombre de choses, parler des particularismes quand même locaux de la société ou du royaume Congo, de certains coutumes ou de certains principes qui n'étaient pas toujours en accord avec l'Église vaticane. Donc notre ambassadeur y va, Nsakoune Vuna, pour préciser un certain nombre de choses. Mais avant, on a quand même retrouvé, je dirais, la traite négrière, je dirais, à un niveau supérieur, où même on a vu des prêtres vendre des objets de culte, hein, uniquement pour acheter, notamment des esclaves. Il est dit que les Africains, notamment dans le cas du royaume Congo, les rois auraient vendu leurs esclaves. Je pense qu'il faut nuancer le propos, puisque dans le droit pénal Congo, il existait déjà une peine que l'on qualifiait de la déportation. Et c'est celle que le roi voulait appliquer à Nkimpavita. Quand Nkimpavita se fait exécuter, le roi Pedro, je pense, ou Henri IV, je pense, à l'époque de Nkimpavita, puisque quand même Nkimpavita avait quand même la cote au niveau de la royauté, au niveau de ses prophéties, la manière de faire, elle réussit quand même quelque chose, l'unification du royaume Congo, là où les missionnaires ou tant d'autres personnages avaient échoué. Donc, Nkimpavita, au bout de 2 ans, réussit quand même à concilier les Congos, hein, avant qu'elle n'émerge Nkimpavita. Le royaume, du fin de son déclin, est quand même éclaboussé, divisé. Donc on voit une jeune fille âgée d'à peine d'une vingtaine d'années. Oui, elle est morte comment finalement? Puisqu'on la compare à la Jeanne d'Arc de... Elle est condamnée au bûcher. Au bûcher. Voilà, elle est brûlée vive, notamment dans une localité que l'on appelle la localité de Voulouvoulou. C'est là où... mais au niveau des raisons, et en plus, là où le bas blesse, nous avons un droit. Nous avons des juges. Le roi a quand même des émissaires qui sont là pour juger les plus grands criminels, mais Nkimpavita se fait quand même juger par 2 prêtres. En l'occurrence, le père Bernardo Dagalo et le père Laurent de Luc, qui sont là pour les missionnaires, parce qu'en fait, le tort de Nkimpavita, c'est d'avoir réussi là où ces 2 prêtres avaient échoué. Voilà. C'est le génie quand même de Nkimpavita. Eux, ils voulaient l'unité, mais comme il y avait eu un rejet des Congo de la religion catholique, en disant voilà, ils viennent nous évangéliser, ils viennent nous parler du Christ, ceci et cela, mais n'empêche que parmi eux, nous avons des négriers. Parmi eux, nous avons, et donc finalement, je dirais cette volonté d'unir le royaume, au lieu que cette volonté où, je dirais, ce projet soit mené par les missionnaires, ce que les missionnaires avaient souhaité, sera rejeté par les autochtones, par les Congos, et finalement ils vont se reconnaître dans l'action de Nkimpavita, pour dire que voilà, nous on préfère un Nkimpavita parce que dans son action, elle nous correspond. Voilà, elle nous correspond, et en plus le christianisme qu'elle prône, c'est un christianisme africanisé, on peut l'appeler ainsi, qui n'a rien à voir avec ce que nous disent les pères Bernardo Dagalo. Et donc, le fait qu'elle ait mené ce combat d'unification du royaume Congo, elle aura réussi, hein, parce que c'est un combat qu'elle avait commencé, elle est exécutée en 1706, elle avait débuté ce travail en 1702 ou 3. Est-ce qu'on peut dire maintenant, s'il te plaît, qu'est-ce qui a précipité la chute de ce... Et comment est-ce qu'elle s'est constituée cette chute? Il y a des causes internes, d'une part, et d'autre part, des causes externes. Et les causes internes, je dirais, c'est la lutte, je dirais, fratricide entre les clans. Puisqu'en fait, le clan dominant dans le royaume du Congo, pour ce qui est de l'exercice du pouvoir, c'est le clan Mpanzu. C'est dans le clan Mpanzu que l'on retrouve finalement les grands électeurs, que l'on retrouve notamment, d'ailleurs même quand on regarde plus ou moins les rois
les rois qui ont notamment été à la tête du royaume Congo, pour la plupart, si ce ne sont pas des Sondi, finalement ce sont des gens qui descendent notamment du clan Mpangu. Est-ce que, j'en profite pour demander, pour revenir maintenant, pour arriver au villa, est-ce qu'il y a des Bichimpanzu dans... Est-ce que Bichimpanzu Bemou? Ah, il y a un... Bichikwimba? Bichimfimba. Bichimfimba Moubena? Là, on est dans le limbo. Et Bichimfimba qui serait le cousin de Bichikwimba. Ah, bon, voilà. Parce qu'en fait, parce que Bichikwimba et Bichimfimba descendent de Bichingui. Et les Bichingui descendent de Bichinsaku, qui est notamment l'un des clans originels du royaume Congo. Rapidement, puisque nous y sommes là maintenant avec l'Mvila. Bichikwimba Moube, ni Betweba. Ambo Bichibumbu, ni Benweba Bichibumbu. Ambo Bichindamba. Ah, ekubena kuneke Bichindamba kobena. Abakabe kakalonana mfila zenu. Ah, Mishimazinga. Bishimbembe. Ambo kune. Bishimpanzu batutole. Mwana nsundi. Bishikawunga mpe kuna bena. Ntekolo kawunga. Donc, oui. Je suis arrivé ce matin de Oltang, à la frontière suisse, parce que je ne suis pas à Strasbourg. Je suis du côté de Oltang avec 9 villages, 8 paroisses. J'ai même failli ne pas venir, mais j'ai eu la chance. C'est un prêtre du Congo-Kinshasa qui me remplace ce soir, et puis un prêtre de retraité alsacien. En quelques mots, disons que j'ai pris le relais, je pourrais dire, de l'abbé Vindu qui avait commencé un dictionnaire. Mais vous connaissez chez nous, quand quelqu'un meurt, il pense que les livres rapportent beaucoup d'argent. Donc, il y a eu un blocage de ce processus. Et donc, en 2009, j'ai commencé à travailler tout doucement sur ce dictionnaire. Et aujourd'hui, donc, ce fruit est là. Quelle est la particularité? C'est-à-dire qu'avec ce dictionnaire, on tient compte des tons. Parce que nos langues sont des langues à ton et à accent. Par exemple, Kala refuse. Kala, le charbon. Kala revient. Mais en même temps, nos langues aussi, nos mots sont très riches. Un seul mot peut avoir plusieurs sens. Kala, c'est revenir. Kala aussi, c'est retourner la nourriture dans la marmite. Donc, quelqu'un qui n'est pas Larry, s'il lit un texte avec les temps, s'il respecte les temps, son langage sera clair. Mais s'il n'y a pas de temps, l'accent circonflexe dans le Lari, comme l'écrivaient les missionnaires ou certains textes, ne signifie rien par rapport à notre langue. Parce que l'accent circonflexe ne rompt pas le temps. Si j'écris par exemple Kela avec accent circonflexe, Kela avec accent circonflexe, ça ne signifie rien. Alors que Kela, décortiqué, Kela, cartouche, Kela avec 2 E, attend. Donc, c'est ça la particularité de ce dictionnaire. C'est vraiment, j'ai pensé aussi à nos enfants qui naissent ici. Ils trouveront dans ce dictionnaire vraiment un contact à la fois spirituel, parce que notre langue aussi a beaucoup de... une grande profondeur spirituelle. Je prends le mot de Nzambi. Dans le mot Nzambi, si on le décompose en 3, il y a le Nza, qui signifie univers, le Ya, le Y saute pour donner le A, et le Mbi, deuxième son du mot Mbi, signifie énergie. D'où le mot Mbamu, Mba. Donc, Nzambi chez nous signifie l'énergie intérieure de l'univers. Et c'est poétique. Donc c'est la force de l'univers, c'est Dieu. Et donc il y a même le mot qu'on appelle en français anagramme. Je prends le mot kundu. Et quand on le retourne, on appelle ça chez nous timbangu, là, ça devient nduku. Donc toute cette richesse spirituelle n'est pas visible pour dire que notre langue a une grande profondeur. Et donc, pour l'éducation de nos enfants, c'est vraiment un outil très important pour apprendre la langue. Donc là, c'est le premier volume simplement que j'ai pu publier. Donc de la lettre A à la lettre N, qui fait 400 pages.
Et avec la grâce de Dieu, peut-être à la fin de cette année, il y aura le deuxième volume avec une annexe où j'ai mis tous les noms des chefs Congo. Les Boitambongo, les Mabiala Manganga, les Tabiza, les Tassamandongo. J'ai mis aussi les Monseigneur Batantre, Théophile Mbemba, toutes les personnalités qui ont marqué l'histoire du département du Pau. Profite de cette occasion, puisque vous êtes en train de faire la dédicace du dictionnaire Larry, il faut le préciser, hein, qui vient de paraître. Mais j'aimerais vous poser la question, pourquoi le dictionnaire Larry? Un dictionnaire Larry parce que j'ai aussi, après ce dictionnaire, l'ambition de publier un peu tout ce qui tourne autour de la tradition Congo, comme les devinettes, les proverbes et les contes. Mais il faut quelque chose de base. Mais je ne peux pas l'écrire avec plusieurs écritures, donc il faut une écriture uniforme. Et le dictionnaire est un moyen d'avoir une écriture uniforme. Et à qui s'adresse ce dictionnaire? Mais le dictionnaire, c'est pour les personnes de langue Congo, hein, ou ceux qui s'intéressent à la langue Congo. C'est pour aussi des recherches pour ceux qui ne savent pas la langue aussi. Mais voilà pourquoi je dis, ceux qui ne sont pas aussi de langue Congo, qui sont intéressés par les études Congo, peuvent vraiment avoir de la ressource à travers ce dictionnaire. Je pense que parce que le temps vous est imparti, on aura tout le temps de venir justement organiser une interview assez large. Où est-ce qu'on peut trouver ce livre actuellement Pour l'instant, il faut le commander directement à l'auteur. Donc, donnez votre adresse. 20 place Saint-Martin, 68 480 Olteng. Et sur Paris, en Alsace. Vous n'avez pas de contact? Non, il n'y a pas de contact. D'accord, merci beaucoup, M. l'abbé. On aura toutefois l'occasion. Merci. J'ai l'immense joie de retrouver les miens, des amis de longue date, autour de quelque chose d'important, qui est ce Mbongi, de Mbongi qui entend promouvoir la langue maternelle, et au-delà de la langue maternelle, la culture même Congo, cette culture qui est millénaire et que très peu d'entre nous connaissent aujourd'hui. Voilà. Et donc je me réjouis qu'en ce jour du 4 mars, dans la région parisienne, qu'on se retrouve autour d'une table ronde, si je peux me le permettre, pour parler notamment de la société Congo, de la langue Congo et de ses variantes. Et j'espère qu'au-delà de cette rencontre, d'autres initiatives seront prises pour aller plus loin, toujours dans la promotion de la langue et de la culture Congo. Et bien des choses à mon frère, à mon ami Tatawan Simba, avec qui j'ai été à Mbamou, le retrouver. Enfin, je ne dirai pas grand-chose, mais ça me fait vraiment plaisir de le revoir après tant d'années, je dirais, d'absence. Grand merci, merci pour tout. Bonjour, je me présente, je suis le Père Mesmin. Eh bien, je suis très heureux d'avoir participé à cette rencontre qui était pour évoquer nos langues maternelles et notamment la langue Congo-Lari, avec un retour historique sur le royaume Congo pour comprendre les origines de la langue. Et aussi l'enjeu aujourd'hui, n'est-ce pas, de pouvoir revaloriser nos langues de sorte que nos enfants derrière nous apprennent ces langues. Et donc le grand travail abattu par l'abbé Tiakaka qui nous a fait l'honneur de nous présenter le dictionnaire en Lari. Je pense que nous y gagnerions beaucoup et que nous devons vraiment en faire la promotion. Donc voilà pourquoi je suis tenu à prendre la parole pour exprimer, n'est-ce pas, cette joie et aussi d'appeler nos frères et sœurs, nos parents, à vraiment regarder avec beaucoup d'intérêt la question de nos langues, puisqu'il s'agit là de la transmission de nos valeurs, de notre culture, de notre identité.
et cela est très important. Voilà, je vous remercie. Merci. Oui, donc bonjour. Alors, moi je suis venue ici pour voir ce qu'on pouvait faire pour que le maximum de gens apprennent le lari. Je pense qu'on peut avoir des très bons contacts et j'espère que dans le futur, on pourra permettre aux Congolais qui sont nés ici, français, qui ne savent pas parler le lari. J'espère qu'il va y avoir une méthode d'apprentissage du lari. Voilà. Et donc, je suis venue ici pour prendre des contacts. Et bon, j'espère que les choses seront fructueuses dans l'avenir. Voilà. Merci, c'est ce que je voulais dire. Allez, merci. Bonjour, moi je suis venue avec ma maman qui m'avait parlé de cette rencontre. Elle est dans cette association et moi je suis amoureuse des langues, j'aime bien les langues. Et la langue Congo, c'est ma langue maternelle, la langue de ma mère que je partage avec elle. Donc je l'ai accompagnée, j'ai beaucoup appris sur le royaume Congo, sur la langue Congo, sur ses variations, sur sa richesse. Donc je sors ici moins bête que je suis rentrée, que je suis arrivée, comme je suis arrivée plutôt. Voilà ce que je peux dire. Je vous en prie. Royal TV 7. Merci. Bon, si vous entendez, si vous me voyez là faire ce petit audio, c'est simplement pour vous remercier déjà. Je ne m'y attendais pas. Nous sommes venus chercher le dictionnaire là, qui a été écrit par l'abbé Chakaka, qui a été pour moi aussi un frère au séminaire, dont nous sommes retrouvés. Trop de joie qu'on a, parce qu'il n'y a pas que ce dictionnaire, il y a eu d'autres bouquins qu'il a dédicacés concernant aussi l'anniversaire de notre cardinal Émile Biayenda. Je suis très content parce que là nous parlerons roman et apprendre la langue Congo à nos enfants. Surtout nous Congolais, nous aimons trop parler aux enfants en français. Là, je parle en présence de ma petite nièce ici présente qui nous a donné quelques cours en lari. Ça fait plaisir. Donc, je ne peux que dire félicitations. L'initiative est vouable, elle est bonne. Voilà, c'est tout ce que je tenais à dire, quoi. Je suis très enchanté. Merci. Maman, Louise Moukiza, Zonzela Samomitari, Masume, Kadiamulu Lenda, Kubatuenia, Balabafiochi Makanda, Madama Tua, Muntamu Yawi. Tangu Yawi, Makanda Matakutua, Ofakizabанчи Sunisu, Mayelama, Kutu, Mayigana Yika. Balungari balaba umusudi aho bazonzela kabukaba beto lumbutu na lumbutu tangu saka mwana kukasa mwachi mwana mwana klande yakukachi pesa ninchi byo mungu sudi eto tapika jo memeni tasonza mama Olga meno mwishe sengele bishimashinga peni beto kwa mwane nkusu bishingoyi mutekolo bishetuma kwe mama mutekolo bishingano betata donc chima chawuchi tashirire no chongolo ngati bala beto na batekolo batakuza kumanyima iyi ni bibliothèque tubashishila sunizu donc mayela mayiga na yiga donc vraiment tumolotonda matondo mamingi mya mingi tushibwa banana mya kwa huku utuzonzaka bila mutabilange joka suka ya beto ako minge tele bila donc ikota sabadogo sasa yetu kubala betebeni meta saba ekaja mu nijo kwaje nani kwa sababu batagati kuzuri yetu katupata tina nsoluke kutaka walina kuna masese mamingi beko tele bonde mbona kwani yakasu echa